Bonjour à tous pour ce troisième épisode de Let's Play NSSP dans lequel on va apprendre à utiliser les RCS du module de commande. Alors, je vais ouvrir ce scénario. Je vous rappelle que nous avions dans l'épisode précédent travaillé sur les RCS du module de service. Cette fois-ci, on se retrouve sur les RCS du module de commande qui est donc en fait la capsule à proprement parler. Alors, comment est-ce qu'on voit ces RCS à la surface de la capsule? Ce sont les orifices rouges que l'on a ici par exemple. À ne pas confondre avec les deux gros orifices qui sont là, qui sont le télescope et le sextant, hein. Donc là, nous avons nos RCS. Alors ils sont groupés, si je ne dis pas de bêtises, c'est le groupement 1, le groupement 2, le groupement 3, le 4, le 5 et le 6, si je ne dis pas de bêtises. Et à chaque fois, nous aurons dans chaque groupement, par exemple le groupement 1, nous aurons le groupement 21 et le groupe 11. Ça nous permet de différencier, bon il est là le groupe 1, on aura le groupe 21 et le groupe 11. Alors, concernant ce groupe-là, celui-ci et celui-là, le groupe c'est tout simplement les deux qui sont disposés comme ça. En revanche, pour ce groupe-là et ce groupe-là, le binôme c'est pas ça. C'est celui-là avec celui-là et celui-là avec celui-là. Pourquoi? Eh bien parce que on va faire des binômes de RCS qui aient la même influence sur les rotations autour de l'axe. Donc, euh, par exemple, ce RCS va créer une poussée qui va faire tourner le vaisseau dans ce sens. Idem pour celui d'à côté. Donc, on les groupe ensemble. Même cas pour ça et pour ça. En revanche, ici, nous avons ce RCS qui va pousser vers là, tandis que ce RCS, lui, va pousser vers là. Même chose ici. Du coup, en fait, on va dire que ce RCS, qui pousse vers là-bas et qui fait donc tourner le vaisseau comme ceci, d'accord? Eh bien, il est couplé avec ce RCS qui pousse vers là-bas et qui fait aussi tourner le vaisseau dans ce sens. Voilà. Donc on a toujours des binômes de RCS qui ont le même effet. Du coup, si jamais on cumule ces deux RCS, on aura deux fois plus d'effets que si on ne les cumule pas. C'est un petit peu comme sur les RCS du module de service, vous vous souvenez que on pouvait cumuler des binômes de quad pour donner plus de puissance au mouvement. Donc là, nous voilà dans le cockpit. Euh, comme avec les modules, comme avec les RCS du module de service, tout est affiché ici. C'est ceux où il y a écrit 11, 21, 12, vous vous souvenez, je vous avais dit, hein. On a les systèmes 1, on a les groupements 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça c'est pour l'unité, vous voyez qu'à chaque fois, l'unité c'est 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 et 6, 6. D'accord? Et ensuite, pour une même unité, on a deux dizaines différentes. Soit 1, soit 2. Pourquoi? Eh bien parce que nous avons ceux qui seront alimentés par le système 1 et ceux qui seront alimentés par le système 2. On va revenir sur un vieux schéma que vous connaissez déjà, parce que c'est un schéma, vous allez vous en souvenir. On avait vu ici, souvenez-vous, que main A alimentait les systèmes 1 et que main B alimentait les systèmes 2. Eh bien, dans les RCS, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que nous avons main A qui va alimenter à chaque fois l'un des deux RCS du binôme et main B qui va alimenter l'un des deux RCS du binôme. Encore une fois, c'est pour plus de sécurité, puisque, puisque grâce à ça, on peut continuer à se servir de l'un des deux RCS du binôme en cas de panne de MNA ou de MNB. Et encore une fois, on va choisir qu'est-ce qui va être alimenté par qui.
Du coup, on va dire que pour chaque binôme, c'est-à-dire chaque unité différente, hein, chaque unité, on va en prendre un sur MNA et l'autre sur MNB. Et donc ça va faire comme ça. Voilà. Donc là, nous avons à chaque fois, ça c'est un binôme, et sur ce binôme, il y en a un qui est alimenté par MNB et l'autre par MNA. Comment fonctionnent ces RCS à partir de maintenant? Parce que là, si je touche à mon pavé numérique, j'ai aucune réponse. Alors on va commencer par aller voir un schéma. Encore une fois, on va faire un petit peu de théorie. On va aller regarder un schéma électronique, enfin, des systèmes électroniques qui régissent les RCS du module de commande. Alors on a, avant tout, comme pour les RCS du module de service, de l'hélium pour mettre en pression. Pour mettre en pression quoi? Eh bien pour mettre en pression les vessies de carburant et de comburant dans le récipient rigide d'hélium. Comment est-ce que l'hélium, vous vous souvenez que pour les modules, pour les RCS du module de service, on pouvait choisir d'ouvrir ou de fermer la valve d'hélium. Ce n'est pas le cas pour le module de commande. Pour le module de commande, en fait, lorsque l'on aura la séparation ici entre le module de commande et le module de service, cela va automatiquement via la logique, c'est-à-dire l'ordinateur de bord, déclencher une charge explosive à condition d'avoir fermé l'interrupteur 18. Ça va déclencher une charge explosive qui va ouvrir la vanne d'hélium. Et cette charge étant explosive, une fois que la valve est ouverte, elle est ouverte pour toujours. D'accord? On ne pourra plus la refermer. De toute façon, il n'y a pas de raison de la fermer, hein. Voilà, donc elle est ouverte. Mais il y a encore un souci. Puisque nous devons encore ouvrir cette vanne-là, qui est la vanne de carburant. Comment est-ce qu'on va faire ça? Il va avant tout falloir s'assurer d'avoir fermé les systèmes de purge. Sinon, on va vider le carburant. Et ensuite, on va devoir s'assurer d'avoir mis en alimentation quelques petites choses. On pourra s'assurer de l'ouverture ou de la fermeture de notre valve de carburant grâce à un barber pole, comme d'habitude. On peut aussi vider, donc ça c'est pour vider l'hélium, hein. Si on veut vider uniquement les carburants, on va utiliser ici l'interrupteur dump qui va permettre de vider le carburant dans l'espace. Pourquoi est-ce qu'on vide du carburant? Eh bien tout simplement parce que parfois on est un petit peu trop lourd pour faire une rentrée atmosphérique et il vaut mieux vider le carburant pour faire un petit peu de place, pour jeter un peu de lest en fait. Ensuite on a un système de radiation toujours, hein, qui va être alimenté toujours par main A ou main B selon le système 1 ou le système 2. Et on pourra afficher la température de ce radiateur, toujours, grâce à un petit afficheur. Ici, ce switch très particulier permet de choisir si on veut piloter manuellement avec le joystick, hein, le module de commande ou le module de service. Pourquoi? Parce que vous savez que le joystick va activer les valves qui sont en bout de chaîne, c'est-à-dire celles qui sont ici, via la logique de pilotage des valves d'injection, c'est-à-dire via le joystick. Et donc on pourra choisir si on veut uniquement utiliser les RCS du module de commande ou uniquement ceux du module de service. Bien évidemment, dans le cas présent, on va servir que de celle du module de service. Alors concernant la source électrique, parce que là on a main A et main B, mais ça c'est bien beau, mais main A et main B, c'est pas la source de départ. Au départ, on a des piles à combustible ou des batteries. Quelle est la source de départ dans le cas présent? Eh bien en fait, si vous vous souvenez un petit peu du schéma que nous avions vu ici même, main A peut être alimenté soit par les piles à combustible via SM bus A, soit via les batteries qui passent par BAT bus et qui remontent vers main A.
L'inconvénient, c'est que SM bus A, eh ben, il est dans le service module, dans le module de service. C'est bien pour ça qu'il y a SM bus A. Et le module de service, on l'a décroché. Autrement dit, on n'a plus de pile à combustible. Puisqu'en plus de ça, les piles à combustible sont stockées dans le module de service. Donc, lorsque l'on sera dans cette configuration-là, on ne peut compter que sur les batteries, en fait. Car les batteries, elles sont stockées dans le module de commande. Donc, on a une autonomie en électricité qui est restreinte. Il ne faut pas perdre de temps. Donc le courant va pouvoir partir des batteries, passer par les BAT-bus, et ensuite remonter par main A. On pourra couper ou ouvrir le courant à ce niveau-là via l'interrupteur 5 qui coupe et le courant qui vient de BAT-bus A et le courant qui va venir de la batterie C directement, car la batterie C peut passer soit par les BAT-bus, soit contourner les BAT-bus pour remonter directement sur main B. On a une diode qui va nous permettre d'éviter un retour de courant de main B vers la batterie. Et on pourra ainsi alimenter main B, même si le BAT-bus B ne fonctionne pas, par exemple. Comme je vous avais dit au début, cette batterie est un peu spéciale, d'accord, elle a un rôle un peu particulier. Ces interrupteurs 5, on va les retrouver sur le panel numéro 5. Ils sont ici, Main Bus Die, BAT AC, BAT BC. C'est-à-dire que, si on revient sur le schéma, vous vous souvenez qu'à chaque fois, on va couper les deux voies en même temps. Donc, sachant que l'interrupteur bleu qui est là et l'interrupteur bleu qui est là, ce sont les deux qu'on vient de voir. Je baisse un petit peu comme ça. Voilà, ils sont ici. Donc, si je coupe celui-là, je vais couper en même temps le A et en même temps le C. C'est ici, A, C. Et ici, je vais couper en même temps le B et en même temps le C. Donc, si ici, je fais ça, hop, j'ai coupé les trois batteries du vaisseau. On a une petite alarme, mais elle s'est vite coupée parce que même le système d'avertissement n'est plus alimenté. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que je n'ai plus aucune source de courant dans le vaisseau. C'est la seule et unique source de courant que l'on a lorsque l'on est séparé du module de service. Lorsqu'on y était attaché, on avait et les batteries et les piles à combustible. Donc à présent, on n'a plus que les batteries. Donc là, j'ai coupé toute l'alimentation dans la fusée. La capsule d'Apollo est faite comme ça. Bon. Je remets le courant. Je vais couper l'alarme. Donc vous avez bien vu que forcément le courant qui passe par main A vient des batteries. Si je recoupe ces batteries, d'accord, et que je passe ici, j'ai beau toucher à mon pavé numérique, il n'y aura aucune réaction. Alors on va remettre le courant et on va passer à proprement parler à l'activation de nos RCS. Comment est-ce qu'on va pouvoir les activer? Eh bien avant tout, souvenez-vous qu'il faut... alors, l'ouverture de la valve d'hélium par charge explosive, elle a été faite avant le chargement du scénario, puisque c'est un scénario dans lequel on est chargé déjà séparé. Ça s'est fait à la séparation du module de service et du module de commande. Donc là maintenant, il va falloir qu'on ouvre déjà les vannes de carburant, forcément. Donc on les ouvre ici, en bas. Ensuite, souvenez-vous qu'au niveau de la logique, on va retourner voir le schéma. Hop. Ici, on a un interrupteur qui nous permet de choisir de piloter le module de commande ou le module de service. Ici, on est dans le module de commande, donc on passe ça, hop, c'est un interrupteur momentané, sur TRNFR CM. Ensuite, on passe ici et on va activer les radiateurs qui permettent de chauffer la sortie de gaz, de chauffer l'équivalent des quads en fait. Hein.
Donc ici, hop, on appuie sur ces deux circuit breakers pour couper le circuit, pour fermer le circuit, pardon. Et ensuite, on va passer sur le panel 101, pardon, panel numéro 101, et on va passer les heaters, c'est-à-dire les radiateurs, des RCS du module de commande en position haute, pour les allumer. Et on repasse sur notre panel central. Et là, si je touche à mon pavé numérique, j'ai toujours pas de réponse. Pourtant, on a tout ouvert. Qu'est-ce qu'on a oublié de faire? Eh bien, on a oublié d'activer le joystick, en fait. Tout simplement. En mode direct, ici, hop, hop. Et là, ça y est, on a une réponse de nos RCS. Petite précision, on ne peut pas faire de translation avec le module de commande. Pourquoi ça? Eh bien parce que, d'une part, ça ne servira à rien d'intégrer des RCS au module de commande, étant donné que, pardon, des RCS en translation, étant donné que la translation permet de faire un arrimage. Et on n'a aucun arrimage à faire dans la phase de vol à partir du moment où on a décroché le module de commande du module de service. Ça veut dire qu'on est prêt à faire la rentrée atmosphérique. On n'a pas besoin de translation en fait. Et puis en plus de ça, si vous observez la disposition des RCS, ils ne sont pas du tout disposés de façon symétrique autour de l'axe central. Du coup, on serait dans l'impossibilité d'avoir une translation. Forcément, si j'active par exemple que ce côté, je vais engager une rotation autour de l'axe autour de l'axe Z. D'accord? On repasse à l'intérieur. On a, comme pour les RCS du module de service, ici on peut afficher toutes les données. Donc là, si je suis sur les RCS du module de service, forcément j'ai aucune donnée puisqu'il est coupé. Et je passe ici au module de commande. Hop. Donc là, j'ai la température du package, toujours, c'est-à-dire la température de mon bloc de RCS. Et ici, les pressions d'hélium et de fuel. Alors, première simulation d'erreur, on va jeter notre fuel. Vous vous souvenez, donc ici on a commande module PRPLNT, c'est pour commande module propellant. Ça veut dire carburant du module de commande. Et purge. Vous voyez qu'on est en train de vider tout notre carburant. On est en train de tout vider. Et par où est-ce que ça se vide? Eh bien ça se vide par les RCS en fait. Voilà, on a tout vidé. Et si on passe ici, on voit que pression d'hélium et pression de fuel sont à 0. J'ai vidé l'hélium et le fuel. Alors, à partir de maintenant, je n'ai forcément plus aucune réponse. Et j'ai l'alarme qui s'est allumée, évidemment. Je la coupe. Et qu'est-ce qu'on a? Ici, on a commande module RCS 1, commande module RCS 2. Tout simplement, j'ai une panne critique sur les systèmes 1 des RCS du module de commande et les systèmes 2 du RCS du module de commande. Ça veut dire que sur chaque binôme, j'ai les deux RCS qui sont coupés. Alors je vais recharger un scénario propre pour qu'on ait à nouveau du carburant. Hop. Donc là, on a vu effectivement que est tout à fait fonctionnelle la purge d'hélium et de carburant. J'ai oublié de préciser ici qu'on a ce bouton qui permet de mettre en pression les RCS, mais il ne semble pas effectif dans NASSP pour le moment. Ok, donc je vais réouvrir tout ça. Hop. Ici, on passe en module de commande. J'active le mode direct. On passe ici, les deux circuits breakers. Hop, 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 hop. Comme ceci.
Panel 101. Voilà. Donc là, on est OP. J'ai bel et bien, hop, hop, mes petites impulsions. On repasse dans le cockpit. Est-ce que... Donc j'en profite, oui, pour préciser que ce qu'on a là, en fait, les réglés blancs, nous permettent de savoir lorsque l'on est stable autour de nos axes. D'accord? Lorsque l'on a réussi à mettre les 3 flèches au centre, on est à peu près stable en rotation autour de nos axes. Encore une fois, on a des mini perturbations qui viennent dévier petit à petit le vaisseau. C'est-à-dire que là, il est à peu près stable et vous verrez que dans 5 minutes déjà, il sera en train de tourner un petit peu plus vite. Ok, donc là, nous avons à nouveau tous nos RCS qui sont opérationnels. Si je passe ici, par exemple, mon groupe 1 et mon groupe 2, que je les éteins, je coupe leur alimentation, groupe 1 et groupe 2, ils sont là, d'accord? C'est celui-là avec celui-là et celui-là avec celui-là. Si mes souvenirs sont bons, je vais quand même vérifier. Groupe 1, oui, c'est bien ça. C'est bien ça, c'est bien ça. Et donc là, si j'utilise mes RCS, eh bien, vous voyez que ça fonctionne encore. Pourquoi est-ce que ça fonctionne encore? Eh bien, c'est exactement comme pour les modules de commande. En fait, on a toujours cette sécurité comme si on pouvait faire passer le mode direct avant. En fait, ce qui se passe, c'est que le principe du mode direct, c'est que le joystick va surpasser, donc je me répète sur ce que j'ai dit pour les RCS du module de service, mais le joystick va surpasser les autres sécurités. Il va directement venir ouvrir la vanne du RCS. C'est une sorte de sécurité de la dernière chance si jamais vraiment on a une panne totale, pour pas non plus se retrouver... Ils ont pensé à tout, les ingénieurs à l'époque. Ils n'avaient pas le droit à l'erreur, quoi. Donc tout est sursécurisé, on a triplé les systèmes, comme je vous ai expliqué, quadruplé s'il faut. On a vu qu'il y avait 4 moyens de couper les RCS la dernière fois. Ici, en revanche, si je coupe le mode direct, là, évidemment, je n'ai plus aucune réponse. D'accord. Ce tutoriel étant un petit peu plus court, vu que là, c'est bon, on a terminé avec les RCS du module de commande. Vous avez compris que c'est alimenté par batterie, que comme tous les autres, le mode direct surpasse, mais qu'on peut choisir d'alimenter ici, de choisir notre source de courant comme d'habitude, et qu'il va falloir passer l'un sur MNA, l'autre sur MNB. D'accord. Il y a un système de purge qui est très efficace. Maintenant, j'aimerais finir juste une petite parenthèse avec les chronomètres de mission que l'on a dans le cockpit. On en a 3. Il y en a un qui est intégré à l'ordinateur de bord. On verra ça plus tard. On verra même qu'il est synchronisé en fait avec celui-là, ce petit-là. Mais nous, on va surtout travailler aujourd'hui sur le mission timer et sur l'event timer. C'est celui-là. Bon, ici, le mission timer, tous les boutons qui lui sont attribués sont juste à côté. Ici, c'est pas le cas, puisqu'ils ne sont pas à côté, mais ils sont en dessous, ici, au lieu d'être à côté. Enfin, c'est pas grave, hein. Donc, le mission timer, comme son nom l'indique, est surtout utilisé pour mesurer des durées longues sur toute la mission, par exemple. Pour mesurer, par exemple, le temps d'un aller. C'est pour ça que on va jusqu'aux heures et qu'on a quand même 3 chiffres, d'accord? On peut vraiment mesurer toute la durée de mission si on en a envie. Alors qu'ici, on peut compter qu'en minutes et en secondes. Donc ça, c'est pour des plus petites durées. C'est pour ça que lui, il s'appelle l'event timer. Ça veut dire timer pour les petits événements, hein. Des événements isolés
est définie. Ici, on va pouvoir à chaque fois modifier l'heure, la minute ou la seconde. Ce en dizaines ou en unités. Et ici, remettre à 0. Alors on va remettre à 0, hop. Par exemple, hop, je le mets à 90 heures. 93 heures, on va dire 33 minutes par exemple, donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 33 minutes et 20 secondes. Voilà. Et maintenant je fais start. Et ça repart. Qu'est-ce que vous avez remarqué? C'est que mon timer ne peut que augmenter. D'accord? Lorsque je fais start, le nombre de secondes va avancer. On ne peut pas faire de compte à rebours. A l'inverse, ici ça stop hein, et ensuite reset. A l'inverse, avec ce timer là, on a quelque chose de très intéressant, c'est qu'on va pouvoir faire des comptes à rebours. Donc ça c'est pour des étapes plus petites. Tout comme pour l'autre, on peut le remettre à 0 ici, reset, hop, il est revenu à 0. L'autre était un afficheur lumineux, celui-ci c'était un afficheur, vous savez, avec des petites roues dessinées qui tournent. Hein. Je sais pas trop comment dire ça. Alors, voilà, mécanique en fait, hein, voilà, l'autre était plutôt électronique, celui-là est mécanique. On peut le démarrer. Voilà, là il a démarré, et on peut l'arrêter et le remettre à 0. Comme tout à l'heure, on peut choisir en minutes, en secondes, selon les dizaines ou les unités. Donc par exemple, si je veux 33 minutes et 33 secondes. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 et 1, 2, 3. Voilà, 33 minutes, 33 secondes. Soit je fais start, et puis ça va commencer à monter, je l'arrête. Soit je fais down, et ensuite je refais start. Et là, ça descend. Donc voilà comment avec ce minuteur je peux faire un compte à rebours. Et vous verrez que ça va être pratique. On verra notamment dans le prochain épisode où on va travailler un petit peu sur les premiers pas de l'ordinateur de bord que il y a vraiment ce minuteur est synchronisé, on peut le synchroniser avec le minuteur de l'ordinateur de bord, si je ne dis pas de bêtises. Enfin voilà. Donc sur ce, je vous propose de réviser un petit peu les vidéos précédentes et de travailler sur cette vidéo-là, afin toujours, je vous rappelle, qu'on puisse avancer de vidéo en vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir sur le forum, j'ai mis les liens dans la description pour poser votre question. Ce sera toujours plus convivial que via YouTube. Voilà, et sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo pour travailler sur l'ordinateur de bord.